Avez-vous déjà songé que les voix qui nous élèvent ne viennent pas toujours de ceux que l'on appelle les nôtres? Et si les mots qui vous ont façonné appartenaient à des gens que le monde a choisi d'ignorer? Nous sommes à Neuilly-sur-Seine, en 1931. Une photographie montre un garçon aux pieds nus, assis au centre d'une cour, entouré de 8 adultes qui le regardent comme un fils. Rien d'extraordinaire, semble-t-il. Et pourtant, des décennies plus tard, cette image révélera un secret bouleversant. Le vrai héritage de ce garçon ne se trouvait pas dans le sang, mais dans les voix qui l'ont formé. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisada, inspirée de notre réalité, celle d'un enfant qui a appris 9 langues, et découvert que la plus importante de toutes était la gratitude. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un « j'aime » et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. C'est important, parce que ces histoires parlent de nous tous, de nos racines, de nos mémoires, et de ce que nous transmettons sans le savoir. Cette photographie a été retrouvée dans une boîte en fer blanc au fond d'un placard à Neuilly-sur-Seine, en 1987. Personne ne savait qu'il avait caché là, ni pourquoi. Mais quand les voisins ont vu le visage du garçon au centre, entouré de 8 adultes qui le regardaient, comme s'il était leur propre enfant, ils ont compris qu'il y avait une histoire que quelqu'un avait voulu préserver du silence. Ce garçon s'appelait Étienne Delcassé. Il avait 8 ans en 1931, l'année de cette photo prise dans le patio intérieur d'un hôtel particulier. Ses pieds nus touchaient la pierre chaude du sol, un cahier reposait sur ses genoux, et autour de lui, disposés en demi-lune, se tenaient les employés de la maison. Pas ses parents, pas les maîtres, les domestiques, sa vraie famille. Dans les archives de l'atelier Douaneau de Neuilly-sur-Seine, cette photographie apparaît dans un registre de dépenses daté du 14 juillet 1931, jour de fête nationale. Le prix indiqué était de 15 francs, une somme modeste pour immortaliser ce qui ressemblait à une simple réunion de personnel domestique. Mais ce que personne ne savait à l'époque, c'est que ce garçon aux pieds nus parlait déjà 9 langues, et que personne, absolument personne dans les salons dorés où ses parents recevaient les industriels, ne savait d'où venaient ces voix qui l'avaient formé. Étienne était un enfant solitaire. Ses parents, Henri et Blanche Delcassé, voyageaient sans cesse pour leurs affaires. Des semaines entières passaient sans qu'il les voie autrement qu'au petit déjeuner, quand ils daignaient rentrer. Le manoir était grand, froid, rempli de meubles précieux qu'on n'avait pas le droit de toucher. Mais en bas, dans les quartiers de service, c'était différent. Là-bas, il y avait de la chaleur, des rires étouffés, des odeurs de pain et de sauce qui mijotaient. Là-bas, il y avait Maëlle. Maëlle Le Guen était venue de Bretagne à 20 ans, par nécessité. Elle envoyait chaque mois une partie de son salaire de 250 francs à sa mère, une pescadera qui réparait les filets sur le port de Concarneau. Maëlle avait laissé sa propre fille dans un internat, une décision qui la hantait chaque nuit. Pour oublier, elle buvait un verre de vin rouge en cachette avant de se coucher, assise sur le rebord de son lit étroit dans la chambre de bonne. Mais le jour dans la cuisine, elle était douce avec Étienne. Elle lui apprenait les mots du marché, les mesures, les verbes de la cuisine. Et parfois, entre 2 fournées, elle chantait en breton des mélopées de Marais. Le petit répétait après elle, sans comprendre encore que ces mots n'apparaissaient dans aucun livre. Salvatore Ragusa, le jardinier, cultivait les tomates comme s'il priait. Il était venu d'Agrigento, en Sicile, dans les années 20, quand les Français cherchaient des bras pour remplacer ceux qui ne reviendraient jamais de la Grande Guerre. Les statistiques de l'INSEE pour 1931 recensaient près de 2 700 000 étrangers en France, et Salvatore faisait partie de cette vague silencieuse. Il était analphabète, une honte qu'il portait comme une cicatrice invisible. Étienne le voyait tracer des lignes dans la terre avec un bâton, incapable de lire les étiquettes des graines. Un dimanche, Salvatore avait trop bu de grappa et avait crié sur le garçon pour un rien. Il s'était effondré ensuite, pleurant comme un enfant, demandant pardon en italien. Étienne avait appris ce jour-là que le pardon aussi avait une langue.
Karim Benyamina polissait la Citroën des Delcassé avec une fierté qui masquait autre chose. Il était venu d'Algérie pour conduire la vie vers l'avant, disait-il. Mais sous son col raide, il cachait une cicatrice qu'Étienne ne verrait que bien plus tard. Karim lui enseignait le darija en posant une main sur son cœur avant de dire salam. Le respect, expliquait-il, avait autant besoin de gestes que de mots. Mais Karim gardait un rancœur silencieuse envers les Delcassé, un ressentiment qu'il ne laissait jamais exploser, même quand M. Henry le traitait comme un meuble qu'on déplace. Miss Eleanor Wright, la gouvernante anglaise, se tenait toujours droite, trop droite. Elle avait perdu son fiancé dans les tranchées de la Somme en 1916, et depuis, elle portait le deuil à l'intérieur. Chaque veille d'armistice, Étienne l'entendait pleurer à travers la cloison fine de sa chambre. Elle prenait du laudanum pour dormir, une habitude qu'elle cachait en jugeant Maël pour son vin. Mais avec le garçon, elle parlait toujours en anglais, des mots de routine, de consolation, d'organisation. « I see you », disait-elle parfois en posant une main sur son épaule. Et Étienne comprenait que voir quelqu'un était une forme de respect qu'on ne lui donnait pas dans les salons. Frédéric Altschul, le majordome alsacien, alternait le français et l'allemand en lissant l'argenterie. Il expliquait que les frontières changeaient, mais pas les gens. Étienne apprenait Geduld et Würde, en observant la discrétion du majordome, cette dignité qu'il maintenait même quand Madame Blanche le traitait avec condescendance. Frédéric avait une fille quelque part qu'il ne voyait plus depuis 15 ans, une rupture familiale dont il ne parlait jamais. Et il avait peur, une peur qu'il cachait derrière des gestes méticuleux. Róża Kaczmarek, la lavandière polonaise, avait les mains fendillées par le savon et l'eau froide. Elle venait de Silésie, où elle avait perdu 2 enfants en bas âge, des morts dont elle ne parlait à personne. Elle travaillait même malade pour ne pas perdre sa place, et enviait en silence Miss Wright, qui avait une chambre un peu plus grande. Entre les paniers de linge, elle enseignait à Étienne Dienkujet et Prochet, ces piliers de toute relation humaine. Inde Rosenfeld cousait en chantant tout bas. Elle venait de Belleville, portait ses mémoires dans des mélodies yiddish. Elle avait peur de déranger, s'excusait trop souvent, et sous son châle, elle cachait l'étoile jaune quand elle venait travailler. « À Guten Tag », disait-elle le matin, « Sei gesund », le soir. Étienne découvrait qu'une langue pouvait être une couverture dans les jours froids. Manuel Santiago, le boulanger galicien, arrivait à l'aube avec des miches chaudes et une toux chronique due à la farine. Il riait avec les yeux et parlait d'une mère qu'il n'avait pas vue depuis 8 ans. Sa femme l'attendait en Galice, et l'argent qu'il envoyait n'était jamais suffisant. Mais il apportait toujours du pain supplémentaire pour l'anniversaire d'Étienne, parce qu'un enfant méritait une fête. C'étaient eux, les vrais professeurs, pas les écoles chères, pas les précepteurs. Eux, dans les cuisines, les jardins, les garages, les buanderies. Étienne avait un don, disaient les Delcassé à leurs invités. Mais personne ne savait que ce don avait des noms, des accents, des mains abîmées et des cœurs brisés. En 1936, quand Étienne eut 13 ans, tout bascula. Les Delcassé organisèrent un dîner pour des investisseurs étrangers. Le menu, conservé aujourd'hui aux archives gastronomiques de Paris, listait des plats somptueux. La liste des invités, imprimée sur papier à en-tête Delcassé, comptait 20 noms prestigieux. On demanda à Étienne de briller, et il brilla. En italien pour le fournisseur de Milan, en allemand pour le banquier de Francfort, en anglais pour le négociant de Londres. Chaque phrase lui venait naturellement, comme si ses langues coulèrent de source. Les invités applaudirent. Le Figaro publia une petite note le lendemain. Jeune prodige linguistique éblouit les investisseurs. On trinqua à l'intelligence Delcassé. Mais dans la cuisine ce soir-là, Maël, Salvatore, Karim, Miss Wright, Frédéric, Róża, Inde et Manuel mangeaient debout les restes du festin. Étienne les voyait à travers la porte entr'ouverte. Il souriait aux compliments dans le salon, mais à l'intérieur, quelque chose brûlait. Il comprenait, pour la première fois avec une clarté douloureuse, que son talent avait été cueilli sur des gens que le salon ne voyait même pas. Et cette vérité, personne ne voulait l'entendre.
Les années suivantes, Étienne grandit avec ce poids. À 15 ans, il évitait parfois la cuisine pour paraître plus adulte, plus digne des salons. Maëlle le regardait passer dans le couloir sans s'arrêter, et son visage se fermait. Elle buvait un peu plus le soir, ce vin rouge qui l'aidait à oublier. Miss Wright remarquait les bouteilles vides et jugeait en silence, elle qui avalait son laudanum en cachette. Étienne voyait tout cela, et la culpabilité le rongeait. Il avait honte de ses parents, honte de son propre confort, honte de ne rien pouvoir changer. Au collège, ses camarades ne comprenaient pas pourquoi il préférait parler avec les domestiques plutôt qu'avec eux. On se moquait de lui. On l'appelait le fils de la cuisine. Il gaguait quand il était nerveux, sauf quand il était avec Maëlle, Salvatore ou les autres. Avec eux, les mots sortaient fluides, naturels, comme s'ils lui appartenaient vraiment. Mais dans le monde de ses parents, il était toujours en train de mentir. Un mensonge que tout le monde prenait pour un prodige. Puis vint 1942. Étienne avait 19 ans. La France était occupée et Paris n'était plus Paris. Des soldats allemands patrouillaient dans les rues, des drapeaux à croix gammées pendaient aux façades. La maison Delcassé, comme beaucoup d'autres, avait changé de rythme. On parlait moins fort, on regardait par-dessus son épaule. Les employés surtout sentaient le danger plus que les maîtres. Un matin de juin, Inde ne vint pas. Maëlle attendit jusqu'à midi, puis jusqu'au soir. Elle demanda discrètement aux voisins de Belleville. On lui répondit en baissant les yeux. Il y avait eu une rafle nocturne. Des familles entières avaient été emmenées. Les registres de la préfecture de police de Paris, consultables aujourd'hui, confirment des arrestations massives de juifs ce mois-là. Inde Rosenfeld faisait partie de ces noms qui ne reviendraient jamais. Des décennies plus tard, les archives du mémorial de la Shoah mentionneraient son nom parmi les 76 000 déportés de France. Étienne voulut faire quelque chose. Il se rendit à Belleville, frappa aux portes, posa des questions. Mais partout on lui disait la même chose. Il était trop tard. Inde était parti. Personne ne savait où exactement, mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Cette nuit-là, Étienne pleura pour la première fois depuis des années. Pas dans sa chambre. Dans la cuisine, assis par terre, la tête entre les mains. Maëlle s'assit à côté de lui sans un mot, posa une main sur son épaule. Ils restèrent ainsi jusqu'à l'aube, dans un silence qui disait tout. Frédéric Altschul disparut peu après. Il annonça un matin qu'il devait régler une affaire urgente à Strasbourg, sa ville natale. Il prit un train, et on ne le revit jamais. Certains disaient qu'il travaillait pour la résistance, d'autres qu'il avait simplement fui. Il n'existe aucun document officiel sur son sort. Même aujourd'hui, personne ne sait s'il est mort en héros ou s'il a simplement survécu ailleurs, loin de tout. Étienne pensa à la fille que Frédéric n'avait pas vue depuis 15 ans. Peut-être avait-il essayé de la retrouver. Peut-être pas. Le mystère resta entier, comme une porte fermée à jamais. Karim, lui, resta. Mais un après-midi de juillet, il rentra avec le visage tuméfié, la chemise déchirée, du sang séché sur le col. Il ne voulut pas raconter ce qui s'était passé, mais tout le monde comprit. Les Algériens, comme les autres travailleurs coloniaux, étaient des cibles faciles dans une ville où la haine cherchait des boucs émissaires. Maëlle l'emmena dans la cuisine, le fit asseoir, nettoya ses plaies avec de l'eau chaude et passa de la pommade à la camomille. Salvatore, Roja, Miss Wright, Manuel, tous restèrent avec lui cette nuit-là, une veillée silencieuse dans les quartiers de service. Les Delcassé, en haut, ne surent jamais ce qui s'était passé, ou peut-être qu'ils ne voulaient pas savoir. Étienne commença à utiliser ses langues autrement. Il prévenait discrètement les fournisseurs étrangers des contrôles. Il négociait des vivres au marché noir en parlant italien avec les Siciliens, allemand avec les Alsaciens, espagnol avec les réfugiés républicains. Il falsifiait des prononciations pour faire croire que certains étaient français de souche, quand les patrouilles posaient des questions. Il apprit que la langue pouvait être un bouclier, pas seulement un ornement de salon. Mais chaque victoire était minuscule face à l'immensité de l'horreur. Inde était partie. Frédéric avait disparu. Karim portait une cicatrice qu'il cacherait toute sa vie sous des cols hauts. Maëlle pleurait en coupant les oignons.
Et personne n'osait lui demander si c'était vraiment les oignons. Miss Wright prenait plus de laudanum. Salvatore buvait plus de grappa. Roja travaillait avec des mains encore plus abîmées, refusant de voir un médecin par peur de perdre sa place. Manuel toussait du sang certains matins, mais continuait de livrer le pain à l'aube parce qu'il avait besoin de chaque sou pour sa femme en Galice. Étienne voyait tout cela. Il avait 19 ans, l'âge où on se croit immortel. Mais lui se sentait impuissant. Pourquoi avait-il eu droit aux privilèges quand eux devaient se cacher, souffrir, disparaître? Cette question le hantait. Il ne trouvait pas de réponse. Il continuait simplement à faire ce qu'il pouvait. Des petits gestes, des mots au bon moment, une prononciation qui sauvait une vie ici, une autre là. C'était dérisoire, mais c'était tout ce qu'il avait. En 1945, quand la guerre se termina enfin, Paris retrouva peu à peu ses couleurs. Les drapeaux changèrent, les soldats aussi. Mais pour ceux qui avaient perdu quelqu'un, la paix avait un goût amer. Étienne travailla comme interprète bénévole pour la Croix-Rouge, aidant les réfugiés à remplir des formulaires, à retrouver des familles dispersées. Les registres de cette époque, conservés dans les archives de la mairie du 17e arrondissement, mentionnent son nom parmi les traducteurs communautaires. En 1948, il obtint un certificat officiel. Mais ce papier ne disait pas d'où venait son talent. Il ne mentionnait ni Maël, ni Salvatore, ni Karim, ni les autres. Les années passèrent. Les Delcassé vieillissaient. La maison de Neuilly devint trop grande, trop coûteuse. En 1963, ils décidèrent de la vendre. Blanche Delcassé, malade, déménagea dans un appartement plus petit. Les domestiques furent remerciés les uns après les autres. Certains partirent avec une maigre indemnité et des décennies de fatigue dans les os. D'autres trouvèrent un autre emploi, dans une autre maison, avec d'autres maîtres. Mais tous savaient que c'était la fin d'une époque. Étienne, maintenant âgé de 40 ans, professeur de langue et interprète reconnu, ne pouvait pas laisser partir cette maison sans un dernier geste. Il écrivit des lettres, des invitations manuscrites, rédigées avec soin. Il invita tous ceux qui avaient formé le garçon aux pieds nus de 1931, ceux qui pouvaient encore venir. Maël, 67 ans, cheveux blancs, et toujours cette odeur de beurre fondu. Salvatore, 72 ans, en costume élimé, des graines de tomates dans sa poche. Karim, 62 ans, une canne légère à la main et toujours ce regard perçant. Miss Wright, 70 ans, plus petite dans ses souvenirs, mais toujours droite. Roja, 64 ans, les mains moins rugueuses mais le sourire timide. Manuel, 74 ans, la toux toujours présente, le béret vissé sur la tête. L'invitation disait simplement « Revenez au patio, une dernière fois, avant que tout disparaisse ». Maëlle fut la première à répondre. Elle avait conservé la lettre dans une boîte de biscuits bretons. Quand elle l'a relue, elle pleura. Elle avait cru qu'Étienne les avait oubliés. Le jour prévu était un samedi d'octobre 1963. Le ciel de Neuilly avait cette lumière dorée d'automne qui rend tout plus doux. Étienne arriva tôt. Il avait les clés de la maison que les nouveaux propriétaires lui avaient prêtées pour quelques heures. Il traversa les pièces vides, les salons où il avait brillé devant des inconnus, les couloirs où il avait couru enfant. Tout semblait plus petit maintenant, plus ordinaire. Seul le patio intérieur restait intact, avec ses pierres chaudes sous le soleil et son espace en demi-lune. Il installa des chaises de jardin qu'il avait apportées, 7 chaises, une pour chaque personne qui viendrait, et 2 chaises vides, une pour Inde, une pour Frédéric. Parce qu'on n'oublie pas les absents en effaçant leur place. Maëlle arriva la première, comme toujours. Elle portait un panier recouvert d'un torchon blanc. Quand elle souleva le tissu, Étienne reconnut l'odeur immédiatement. Le quignaman, ce gâteau breton au beurre et au sucre caramélisé qu'elle lui avait appris à faire 32 ans plus tôt. Elle sourit, les yeux mouillés. « Je l'ai refait comme avant, mon petit, avec la recette que tu avais notée dans ton cahier. » Étienne prit le gâteau entre ses mains et sentit sa gorge se serrer. C'était plus qu'une pâtisserie. C'était une mémoire vivante. Salvatore arriva ensuite, essoufflé, en costume sombre trop grand pour lui. Il avait maigri avec les années,
mais ses mains étaient toujours celles d'un jardinier, calleuses et fortes. De sa poche, il sortit un petit sachet en papier journal. Des graines de tomates, les mêmes variétés qu'il cultivait en 1931. « Je les garde depuis toutes ces années », dit-il en italien. Pour ne pas oublier que les racines, ça se transporte partout. Étienne prit les graines et les serra dans sa paume. Salvatore ne savait toujours pas écrire, mais il savait préserver ce qui comptait. Karim gara une vieille Citroën noire devant la maison. C'était l'ancienne voiture des Delcassé, celle qu'il avait conduite pendant 20 ans. Après la vente de la maison, il l'avait rachetée avec toutes ses économies. Il l'avait astiquée ce matin-là jusqu'à ce qu'elle brille comme en 1931. Quand il descendit, il s'appuya sur une canne, mais son regard avait toujours cette fierté intacte. Il portait un col haut, comme toujours, pour cacher la cicatrice. Mais cette fois, quand il salua Étienne, il toucha son cœur de la main droite et dit « Salam alaykoum ». Étienne répondit « Alaykoum salam », et dans cet échange, il y avait 32 ans de respect mutuel. Miss Wright arriva en taxi, droite comme un piquet malgré ses 70 ans. Elle portait une petite valise en cuir usé. Quand elle l'ouvrit, Étienne découvrit son propre cahier d'enfant, celui où il avait écrit ses premiers mots en anglais. Les pages étaient jaunies, certaines cornées, mais tout était là. Ses fautes d'orthographe, ses dessins maladroits, ses tentatives de conjugaison. « I kept it », dit-elle simplement. « Because you were always seen, child », même si tu ne le savais pas. Étienne prit le cahier entre ses mains et pleura sans retenue. Miss Wright posa une main sur son épaule, comme elle l'avait fait tant de fois quand il était petit. Roja arriva avec Manuel. Ils avaient fait le trajet ensemble depuis Belleville, où ils habitaient désormais tous les deux dans le même immeuble. Roja portait son foulard floral, le même que sur la photo de 1931, soigneusement préservé malgré les décennies. Ses mains étaient moins abîmées maintenant qu'elle ne travaillait plus comme lavandière, mais on voyait encore les cicatrices du savon et de l'eau froide. Manuel, lui, portait un pain sous le bras, le même format ovale qu'il livrait chaque matin à l'aube. Sa toux chronique le faisait tousser toutes les 5 minutes, mais il souriait. « Pour ton anniversaire, Chaval, même si on n'est pas le bon jour. Parce qu'un enfant mérite toujours une fête, même quand il a 40 ans. » Ils s'installèrent tous dans le patio, sur les chaises disposées en demi-lune, exactement comme sur la photo. Étienne se plaça au centre, comme le garçon de 8 ans qu'il avait été. Mais cette fois, ce n'était pas pour se faire photographier, c'était pour parler, pour dire ce qu'il n'avait jamais dit, pour reconnaître ce que personne n'avait jamais voulu reconnaître. Il sortit une feuille de papier, pliée en 4. Il l'avait écrite et réécrite 10 fois. Mais quand il ouvrit la bouche, aucun son ne sortit. Les mots restaient coincés quelque part entre sa gorge et son cœur. Il regarda Maël, puis Salvatore, puis Karim, puis les autres. Ils le regardaient tous avec cette même bienveillance qu'en 1931, comme s'il était encore leur enfant. Et c'était trop. C'était trop de poids, trop de temps perdu, trop de reconnaissance tardive. Maël vit ses larmes et comprit. Elle se leva, s'approcha de lui, posa une main sur sa joue. « En breton, mon petit », dit-elle doucement. Comme au début, quand les mots français étaient trop durs à dire. Étienne ferma les yeux, respira profondément et commença. En breton d'abord. Des mots qu'il n'avait pas prononcés depuis des années. Des remerciements pour la patience d'une femme qui avait été plus mère que sa propre mère. Maël pleura en silence, les mains jointes sur son cœur. Puis il passa à l'italien. Il regarda Salvatore et dit « Coraggio » (« courage ». Le mot que le jardinier répétait en replantant un pied de tomate abîmé. Le mot qu'il avait donné au garçon sans même savoir qu'il lui enseignait une langue. Salvatore ne put parler. Il se leva, s'approcha d'Étienne et serra sa main pendant 30 secondes interminables. Ses yeux disaient tout ce que ces mots ne pouvaient pas formuler. En arabe, Étienne honora Karim. Il parla de la dignité, de cette würde que Frédéric lui avait aussi enseignée en allemand. Il parla de l'injustice de 1942, de la cicatrice cachée sous le col, de la violence que Karim avait subie en silence. Il dit «
Vous m'avez appris que le respect se donne d'abord avant de le recevoir. Karim retira son béret pour la première fois de sa vie devant quelqu'un. Un geste d'égalité totale. Un geste qui disait « Maintenant, nous sommes pareils ». En polonais, il remercia Roja pour les mots les plus simples et les plus essentiels. Dziękuję et proszę. Merci et s'il vous plaît. Les fondations de toute humanité. Roja se leva, prit la main d'Étienne et la baisa, comme on baise la main d'un enfant précieux. Étienne baisa la sienne en retour, inversant enfin la hiérarchie qui les avait séparés pendant tant d'années. En anglais, il dit à Miss Wright qu'elle avait été la mère dont il avait besoin, celle qui voyait, qui consolait, qui organisait son chaos intérieur. Miss Wright, pour la première fois depuis 1916, détendit sa posture. Elle s'autorisa à être simplement humaine, simplement fatiguée, simplement émue. « You were always seen, child », répéta-t-elle. « Always ». En espagnol, il remercia Manuel pour le soleil qu'il apportait chaque matin, même dans les jours les plus gris, pour le pain qui était plus qu'un aliment, mais un geste de soin. Manuel rit à travers ses larmes, sa toux secouant ses épaules. « Je n'ai jamais pensé que mon espagnol valait quelque chose, » dit-il. « Mais si ça t'a donné un peu de lumière, alors ça valait tout. » Puis vint le moment le plus difficile. Étienne regarda les deux chaises vides, celle de Frédéric, celle de Hind. En allemand, il parla de Frédéric, de sa disparition en 1942, de ce mystère qui ne serait jamais résolu. Il dit « Geduld, Frédéric, patience. Où que vous soyez, j'espère que vous avez trouvé la paix que vous cherchiez. » Un silence respectueux emplit le patio. Personne ne connaissait la vérité. Et peut-être que c'était mieux ainsi. Puis, en yiddish, il prononça le nom de Inde Rosenfeld. Sa voix trembla. Les autres se turent complètement. Étienne dit simplement « Sei gesund, Inde, allez en paix. Reposez en paix. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de tout ce qu'ils ne pouvaient pas changer. Maël murmura « Sei gesund », puis Salvatore, puis Karim, Roja, Miss Wright, Manuel. Tous répétèrent ces mots qu'ils ne comprenaient pas, mais dont ils saisissaient le poids. C'était le tribut parfait pour une absente qui méritait d'être nommée. Quand Étienne eut terminé, un silence habita le patio. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence plein, chargé de toutes les années qui venaient de se déposer entre eux. Les oiseaux chantaient dans les arbres, le soleil déclinait doucement, et pour la première fois depuis 1931, ces 7 personnes n'étaient plus séparées par des titres, des salaires, des hiérarchies. Elles étaient simplement humaines. Étienne inspira profondément. Ce qu'il allait dire maintenant, il l'avait préparé pendant des mois. Mais il savait que les mots justes viendraient seulement s'il parlait avec le cœur, pas avec la tête. Il regarda chacun d'eux, un par un. Maël avec ses cheveux blancs, Salvatore avec ses mains usées, Karim avec sa canne, Miss Wright avec sa posture enfin détendue, Roja avec son foulard floral, Manuel avec son pain sous le bras. « Vous m'avez enseigné 9 langues », commença-t-il en français. Mais en vérité, je n'en ai appris qu'une seule, la gratitude. Pendant toutes ces années, j'ai reçu des éloges pour un talent qui n'était pas le mien. Des professeurs me félicitaient, des journaux écrivaient mon nom, des salons m'applaudissaient, mais personne ne savait que chaque mot que je prononçais venait de vous, de vos cuisines, de vos jardins, de vos buanderies, de vos chagrins et de vos espoirs. Il marqua une pause. Sa voix tremblait, mais il continua. J'ai mis 32 ans à comprendre que je vous devais tout. Et 32 ans, c'est trop long. Beaucoup trop long. J'aurais dû venir plus tôt. J'aurais dû parler plus fort. J'aurais dû défendre Inde quand il était encore temps. J'aurais dû chercher Frédéric. J'aurais dû... Il s'arrêta. Les mots se brisaient dans sa gorge. Maël se leva et vint vers lui. Non, mon petit, tu étais un enfant. Et ensuite, tu étais un jeune homme dans une guerre où personne ne pouvait sauver tout le monde. Ce que tu as fait, c'était déjà beaucoup. Tu nous as vus. C'est plus que ce que beaucoup de gens font dans toute leur vie. Étienne secoua la tête. Ce n'est pas assez. Vous voir n'est pas assez. Il faut que le monde vous voie aussi.
Il sortit de sa poche une enveloppe cachetée. Un document officiel tamponné par la préfecture de Paris en octobre 1963. Il l'ouvrit et lut à voix haute. Par la présente, je, Étienne Delcassé, annonce la création du fonds de bourse Bourse 9 voies, destiné aux enfants de travailleurs domestiques et d'immigrés souhaitant étudier les langues et les cultures. Ce fonds sera financé intégralement par mon salaire de professeur et d'interprète. Les bourses porteront les noms suivants. Bourse Maël Le Guen, Bourse Salvatore Ragusa, Bourse Karim Benyamina, Bourse Eleanor Wright, Bourse Frédéric Altschul, Bourse Roja Kaczmarek, Bourse Inde Rosenfeld, Bourse Manuel Santiago. Et la 9e, la Bourse bretonne, en l'honneur de la langue qui m'a appris qu'il existe des mots pour dire au revoir sans que cela fasse mal. Le silence qui suivit fut différent. C'était un silence de stupéfaction. Maël porta une main à sa bouche. Salvatore se rassit brutalement comme si ses jambes ne le portaient plus. Karim ferma les yeux, les mâchoires serrées pour ne pas pleurer. Miss Wright murmura en anglais « Oh my God ». Rouja pleurait ouvertement, les mains jointes. Manuel toussa, mais cette fois, ce n'était pas sa maladie. C'était l'émotion. Étienne continua. « Ces bourses ne portent pas mon nom. Elles portent les vôtres. Parce que c'est vous qui avez donné les voix. Moi, je n'étais que l'enfant qui écoutait. Et désormais, chaque année, des enfants comme moi, des enfants dont les parents travaillent dans l'ombre, pourront apprendre des langues. Non pas pour briller dans des salons, mais pour construire des ponts. Pour que personne n'ait besoin d'attendre 32 ans avant de dire merci. Pour que les voix invisibles deviennent enfin audibles. » Maël se leva, les jambes tremblantes. Elle s'approcha d'Étienne et prit son visage entre ses mains abîmées par des décennies de cuisine. « Mon chéri, » dit-elle en pleurant, « je t'ai juste appris à faire un roux. Je t'ai appris des mots de marché. C'est tout. » Étienne secoua la tête. « Non, Maël. Vous m'avez appris que les mots cuisent mieux quand on les mélange lentement. Vous m'avez appris la patience. Vous m'avez appris qu'une langue, c'est d'abord une façon de prendre soin. Et ça, aucun livre ne me l'aurait enseigné. » Salvatore se leva à son tour, les yeux rougis. Il ne parla pas. Il ne savait pas quoi dire. Alors il fit ce qu'il avait toujours fait. Il serra la main d'Étienne. Mais cette fois, ce n'était pas une poignée de main rapide entre un domestique et un enfant de maître. C'était une poignée de main longue, ferme, entre deux hommes égaux. Une poignée de main qui disait « Ta vie a un sens parce que tu as donné du sens à la mienne. » Karim retira son béret et le posa sur ses genoux. Puis, lentement, il déboutonna le col de sa chemise. Pour la première fois depuis 1942, il montra sa cicatrice. Une longue marque violacée sur le côté du cou, trace de la violence qu'il avait subie et cachée pendant 21 ans. Étienne regarda la cicatrice, puis les yeux de Karim. Il dit en arabe « Votre dignité n'a jamais dépendu de ce qu'on vous a fait. Elle dépendait de ce que vous étiez. Et vous étiez un homme debout, même quand ils voulèrent vous faire tomber. » Karim hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Choukran, » dit-il. « Merci. Choukran pour tout. » Miss Wright s'approcha et tendit le cahier d'enfant à Étienne. « Keep it now, » dit-elle. « It belongs to you. But remember, every word in this notebook came from a place of love. We saw you. We always saw you. Even when your parents did not. » Étienne prit le cahier et le serra contre sa poitrine. « Thank you, » murmura-t-il. « Thank you for seeing me. » Roja s'approcha timidement. Elle prit la main d'Étienne et la baisa, comme elle l'avait fait plus tôt. Mais cette fois, Étienne ne se contenta pas de baiser sa main en retour. Il l'embrassa sur le front, comme on embrasse une mère. « Dziękuję » dit-il en polonais. « Dziękuję za wszystko. Merci pour tout. » Roja sanglota, incapable de parler. Ses mains abîmées tremblaient, mais dans ce tremblement, il y avait une reconnaissance que personne ne lui avait jamais donnée. Manuel rit à travers ses larmes. Il toussa, cracha discrètement dans un mouchoir, puis dit en espagnol « Chaval, je n'ai jamais imaginé que mon espagnol de boulanger pourrait servir à quelque chose. Mais si ça a mis un peu de soleil dans ta vie, alors tout ce pain que j'ai pétri en avait vaut la peine. » Étienne sourit.
Vous m'avez appris que saluer quelqu'un, c'est lui donner du pain. Et ça, Don Manuel, c'est la leçon la plus belle qu'on puisse recevoir. Puis Étienne sortit quelque chose de sa sacoche. Une photographie. La photographie de 1931. Celle du patio, du garçon aux pieds nus, des 8 employés disposés en demi-lune. Il la posa au centre, sur une petite table qu'il avait apportée. « Regardez, dit-il. Regardez qui nous étions. Regardez cette famille que personne ne voyait. Maintenant, le monde la verra. » Il expliqua qu'il avait commandé 9 petites plaques de laiton à un atelier métallique de Belleville. 9 plaques, une pour chaque langue. Sur chacune, un nom. Maël Le Guen, breton. Salvatore Ragusa, italien. Karim Benyamina, arabe. Eleanor Wright, anglais. Frédéric Altschul, allemand. Roja Kaczmarek, polonais. Inde Rosenfeld, yiddish. Manuel Santiago, espagnol. Et la 9e, Étienne Delcassé, français. Parce que c'est vous qui m'avez appris ma propre langue. Ces plaques, continua-t-il, je les installerai dans le hall de l'immeuble où j'habite, à côté de cette photo. Pas dans un musée, pas dans un lieu public où personne ne la remarquera vraiment, mais dans un endroit où les gens passent tous les jours, où les voisins, les enfants, les visiteurs pourront s'arrêter et se demander « Qui sont ces gens ?» Et peut-être, juste peut-être, quelqu'un comprendra que les voix les plus importantes ne sont jamais celles qu'on entend dans les salons. Maël pleura. Salvatore pleura. Karim pleura. Miss Wright pleura. Roja pleura. Manuel pleura. Et Étienne pleura avec eux. Parce que certaines douleurs ne se guérissent jamais complètement, mais elles peuvent être honorées. Elles peuvent être nommées. Et c'était déjà beaucoup. Ils restèrent dans ce patio jusqu'à ce que le soleil descende complètement derrière les toits de Neuilly. Ils mangèrent le quignaman de Maël, le pain de Manuel. Ils burent du vin que Karim avait apporté, un vin algérien qu'il avait gardé pour une occasion spéciale. Ils parlèrent. Pas des maîtres, pas des salaires, pas des humiliations, mais de ce qu'ils avaient construit sans le savoir. Une famille invisible qui avait formé un enfant solitaire. Salvatore raconta qu'il avait fini par retourner en Sicile, une seule fois, en 1955. Il avait retrouvé son village, mais plus personne ne le reconnaissait. Il était devenu un étranger dans sa propre terre. Alors il était rentré en France, et c'était devenu son vrai pays, pas parce qu'on l'avait bien traité, mais parce que c'était là qu'il avait planté ses racines, même si elles avaient poussé dans la douleur. Roja avoua qu'elle pensait encore à ses 2 enfants morts en bas âge. Chaque année, le jour de leur anniversaire, elle allumait une bougie. Personne ne le savait, même pas les autres employés à l'époque. Mais maintenant, dans ce patio, elle pouvait enfin dire leurs prénoms à voix haute. Piotr et Małgorzata. 2 noms qui n'avaient existé que dans son cœur pendant 40 ans. Maël prit sa main. Roja pleura, mais cette fois, ce n'était pas seulement de tristesse, c'était aussi de soulagement. Karim parla de l'Algérie, de cette guerre qui avait commencé en 1954 et qui déchirait encore son pays d'origine. Il expliqua qu'il n'était jamais retourné là-bas parce qu'il ne savait plus où était sa place. Ni en Algérie, ni en France. Il était coincé entre 2 mondes, comme beaucoup d'autres. Mais au moins, dit-il en regardant Étienne, j'ai transmis quelque chose. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Miss Wright raconta qu'après la guerre, elle avait essayé de retrouver la tombe de son fiancé. Elle avait passé des semaines à écrire aux autorités militaires, à fouiller dans les registres. Finalement, elle avait trouvé son nom sur un mémorial dans la Somme. Elle y était allée une fois, en 1950. Elle avait posé une rose blanche et était repartie. Elle n'y était jamais retournée. Parce que les morts, expliqua-t-elle, on ne les honore pas en restant bloqués dans le passé. On les honore en continuant à vivre. Et c'est ce que j'ai fait. En m'occupant de toi, Étienne. Tu as été mon avenir quand je n'en avais plus. Manuel toussa encore mais sourit. Sa femme était morte en Galice en 1958. Il ne l'avait jamais revue après son départ en 1923. 35 ans d'attente pour rien. Mais il n'avait pas de regrets, dit-il. Parce que chaque miche de pain qu'il avait livrée à cette maison avait permis à sa femme de manger un peu mieux là-bas. Et ça, c'était déjà une forme d'amour.
même à distance, même imparfait. C'était de l'amour quand même. Maëlle parla de sa fille, celle qu'elle avait mise à l'internat. Elles s'étaient réconciliées dans les années 50, mais leur relation restait fragile. Sa fille ne comprenait pas pourquoi elle avait choisi de rester dans cette maison, plutôt que de rentrer en Bretagne. Maëlle ne savait pas comment lui expliquer. Comment dire qu'on peut aimer un enfant qui n'est pas le sien? Comment dire qu'Étienne avait été sa bouée dans un océan de solitude? Alors elle ne disait rien. Mais maintenant, dans ce patio, elle pouvait enfin le dire à voix haute. « Tu as été mon fils aussi, Étienne, même si je n'avais pas le droit de le penser. » Étienne pleura encore, mais cette fois, ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la gratitude pure. « Vous avez tous sacrifié quelque chose, » dit-il. « Votre santé, votre famille, votre dignité, pour des salaires misérables et des maîtres qui ne vous voyant même pas. Et malgré tout, vous avez trouvé la force de me donner ce que vous aviez de plus précieux, vos langues, vos histoires, vos valeurs. Je ne pourrai jamais vous rembourser, mais je peux faire en sorte que vos noms ne disparaissent pas. » Il leur montra les documents officiels des bourses. Chaque année, 9 enfants recevraient une aide financière pour étudier les langues. Les premiers bénéficiaires commenceraient en 1964, et chaque fois qu'un enfant recevrait la bourse Maëlle ou la bourse Salvatore, il devrait écrire une lettre expliquant pourquoi il voulait apprendre cette langue. Ces lettres seraient conservées dans les archives, des témoignages vivants de ce que ces 9 personnes avaient semé sans le savoir. Quand la nuit tomba complètement, Karim proposa de les ramener tous dans sa vieille Citroën. Ils montèrent un par un, comme autrefois quand il les conduisait faire des courses. Mais cette fois, il n'y avait plus de hiérarchie. Ils étaient simplement des amis qui rentraient chez eux après une journée importante. Étienne resta seul dans le patio quelques minutes de plus. Il regarda les chaises vides de Hand et Frédéric. Il murmura encore une fois « Sei gesund ». Puis il éteignit les lumières et ferma la porte. Les années suivantes, Étienne tint parole. Il installa la photographie de 1931 dans le hall de son immeuble, aux 12 rue Daguerre, dans le 14e arrondissement de Paris. À côté, 9 petites plaques de laiton, gravées avec soin par l'atelier métallique de Belleville. Les voisins s'arrêtèrent parfois pour regarder. Certains demandaient « Qui sont ces gens ?» Étienne répondait toujours la même chose. « Ce sont les voix qui m'ont formé, les voix invisibles. » Les bourses commencèrent en 1964. Le premier bénéficiaire de la bourse Hind fut une petite fille juive de Belleville, dont les parents avaient survécu au camp. Elle voulait apprendre le yiddish pour ne pas oublier d'où elle venait. La première bénéficiaire de la bourse Maëlle fut une adolescente bretonne qui voulait enseigner sa langue maternelle dans les écoles. Le premier bénéficiaire de la bourse Salvatore fut un jeune Sicilien qui rêvait de devenir traducteur littéraire. Et ainsi de suite. 9 enfants par an, 9 voies nouvelles, 9 ponts construits. Maëlle mourut en 1970, à 74 ans, dans son sommeil. Étienne était à son chevet. Elle tenait encore dans sa main le Queen qu'elle avait fait pour lui en 1963. Salvatore mourut en 1975, à 84 ans, dans son jardin, les mains dans la terre. Karim mourut en 1980, à 79 ans, au volant de sa Citroën, garée devant la mer à Marseille. Miss Wright mourut en 1978, à 85 ans, dans son sommeil, sereine. Roja mourut en 1982, à 83 ans, entourée de voisins qui étaient devenus sa famille. Manuel mourut en 1972, à 83 ans, une miche de pain encore chaude à ses côtés. À chaque enterrement, Étienne lisait un texte, dans la langue que chacun lui avait donnée, en breton pour Maëlle, en italien pour Salvatore, en arabe pour Karim, en anglais pour Miss Wright, en polonais pour Roja, en espagnol pour Manuel, et à chaque fois, il terminait en disant « Cette voix ne mourra jamais, parce qu'elle vit maintenant dans des centaines d'enfants qui apprennent grâce à vous. » Étienne continua d'enseigner jusqu'en 1983. Il prit sa retraite à 60 ans, fatigué mais heureux. Il savait que le fonds des bourses continuerait après lui, géré par une fondation qu'il avait créée.
Il savait que chaque année, 9 enfants porteraient les noms de Maël, Salvatore, Karim, Eleanor, Frédéric, Roja, Inde, Manuel et de la Bretagne. Et ça, c'était un legs plus précieux que n'importe quel héritage financier. En 1985, Étienne mourut paisiblement, dans son sommeil, à l'âge de 62 ans. Ce n'était pas une mort tragique, c'était une mort douce, comme celle qu'on souhaite à ceux qui ont accompli leur mission. Le journal Le Monde publia une petite notice nécrologique. Étienne Delcassé, professeur de langue et fondateur des bourses 9 voix, est décédé paisiblement. Il laisse un héritage d'humanité et de reconnaissance. Mais ce que le journal ne disait pas, c'est que dans le hall du 12 rue Daguerre, la photographie de 1931 continuait d'accueillir les passants. Les 9 plaques de laiton brillaient toujours. Et parfois, des enfants s'arrêtaient, lisaient les noms, demandaient à leurs parents « Qui sont ces gens ?» Et les parents répondaient « Ce sont les voix invisibles, celles qui ont formé un garçon au pied de nu, celles qui nous rappellent que les plus grands professeurs ne portent pas toujours de titre. Parfois, ils portent un tablier, un béret, des mains abîmées, et un cœur assez grand pour donner ce qu'on ne leur a jamais donné. Aujourd'hui encore, en 2024, si vous passez par le 12 rue Daguerre à Paris, vous pouvez voir cette photographie. Les voisins la nettoient régulièrement. Les plaques de laiton sont un peu oxydées, mais toujours lisibles. Et chaque année, 9 enfants reçoivent une bourse qui porte un nom qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils apprennent à honorer. Parce que les voix invisibles méritent d'être entendues, même 60 ans après, même pour toujours. Et si vous vous arrêtez devant cette photo, si vous regardez bien le visage du garçon aux pieds nus, vous verrez peut-être ce que personne n'avait vu en 1931. Un enfant entouré de sa vraie famille, pas celle du sang, pas celle des salons, mais celle du cœur, celle qui donne sans compter, celle qui enseigne sans attendre de reconnaissance. Celle qui aime dans l'ombre, parce que c'est la seule place qu'on lui a laissée. Et peut-être, juste peut-être, en voyant cette photo, vous vous souviendrez de quelqu'un dans votre propre vie. Quelqu'un qui vous a donné une voix. Quelqu'un que vous n'avez jamais remercié. Et peut-être qu'il n'est pas trop tard. Parce que les voix invisibles attendent toujours d'être nommées. Et ce simple geste, ce simple merci, peut changer une vie. Même après des décennies. Même quand on croit qu'il est trop tard. Sei gesund, Hinde. Kenavo, Maël. Coraggio, Salvatore. Salam, Karim. I see you, Eleanor. Jeduld, Frédéric. Dziękuję, Roja. Buenos dias, Manuel. Merci à vous 9. Merci pour les voix. Merci pour l'humanité. Merci d'avoir existé. Et à tous ceux qui lisent cette histoire, cherchez les voix invisibles autour de vous. Elles sont là. Elles attendent juste d'être vues, d'être entendues, d'être remerciées. Ne prenez pas 32 ans comme Étienne. Faites-le maintenant, parce que demain il sera peut-être trop tard. Et les regrets pèsent toujours plus lourd que la gratitude. Avant de terminer, souvenons-nous. Cette histoire fictionnelle n'est pas seulement celle d'un garçon doué, mais celle de milliers de voix que l'histoire a effacées. Elle nous rappelle que la dignité n'a pas besoin de titre, et que parfois, les plus grandes leçons viennent des mains fatiguées qui continuent à donner, même dans l'ombre. La gratitude, c'est une langue universelle. Il suffit d'apprendre à la parler avant qu'il ne soit trop tard. Et vous, qu'avez-vous appris des voix silencieuses autour de vous? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous n'avez jamais remercié? Pensez-vous que la reconnaissance puisse vraiment changer le passé, ou seulement adoucir le présent? Écrivez le mot gratitude dans les commentaires pour montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille, une mémoire d'ancêtre, un souvenir caché que nous pourrions transformer en une nouvelle histoire pleine d'émotions. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, activez la cloche et partagez-la avec ceux qui savent écouter les voix invisibles. Et surtout, cliquez sur la vidéo suivante, parce que chaque photo ancienne cache encore une leçon d'humanité.